Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie d'être là parmi vous et que vous ayez un intérêt pour la lutte contre les fake news, et en particulier dans le domaine de la santé, parce que c'est un vrai souci aujourd'hui. Donc, je suis journaliste à Harmonie Santé, Harmonie Santé, donc qui est le média d'Harmonie Mutuelle, et je vais vous partager quelques petits éléments sur notre média pour que vous le connaissiez un peu plus, mais rassurez-vous, ça sera assez rapide. Voilà. C'est bon. Donc, Harmonie Santé, voilà, c'est le média d'Harmonie Mutuelle. Donc, Harmonie Mutuelle fait aussi partie de la mutualité française. Et donc, c'est le média qui a pour but, en fait, de partager l'information santé aux adhérents et au grand public, puisque la particularité, c'est qu'il y a une partie de ce que l'on fait qui s'adresse purement et simplement à nos adhérents, mais on essaye d'avoir une action un peu plus large et de faire des choses aussi plus grand public. Donc, ce qu'on appelle en bon français notre baseline, si on peut dire, on va dire notre identité, on dit on essaye d'être le média qui prend soin de vous, donc de donner des conseils de prévention santé. Et pour ceux qui connaissaient peut-être avant Essentiel Santé Magazine, eh bien, c'est bien la même chose, c'est juste qu'on a changé de nom l'année dernière. Voilà. Et on dispose, la particularité, c'est qu'on a un statut presse, donc on est reconnu comme un vrai média par une commission indépendante. Et pour ça, on doit respecter un certain nombre de règles déontologiques, de pourcentage de publicité, etc. Et la mission qu'on s'est donnée, eh bien, c'est d'aider nos lecteurs à être acteurs de leur santé et de la société. Donc, lutter contre les fake news, ça en fait partie. Et puis, bah, pour la mutuelle, tout simplement, ça permet de répondre à son obligation légale d'information vis-à-vis de chacun de ses adhérents. Donc, comme il y a cette obligation légale, à travers le média, elle peut le faire. Donc, Harmonie Santé, c'est d'abord un magazine trimestriel. Donc, celui-ci est réservé aux adhérents, hein. Vous ne pouvez pas le recevoir chez vous si vous n'êtes pas adhérent. Il existe en version papier ou dématérialisée. Ça, c'est au choix de chacun. Et puis, il est diffusé à peu près, un peu plus de 2 millions d'exemplaires, 2 millions 4 chaque trimestre. Et il y a, parmi ces 2 millions 4, 700 000 exemplaires qui sont envoyés en version numérique. Et on a 13 éditions différentes, puisqu'on a certaines éditions qui sont régionales. Voilà. On a aussi un site internet. Alors, le site internet, la particularité, là, c'est que bien sûr, il est accessible à tous, hein, c'est le propre d'un site. Donc, on a eu l'année dernière 1,5 million de visites à peu près en 2024. On a en gros 2500 articles sur notre site, donc principalement sur la prévention santé, sur la prévention des maladies. Et puis, on a donc en moyenne 5 nouveaux articles par semaine. Et je vous ai mis le lien pour ceux qui seraient intéressés pour voir à quoi ressemble notre site, donc harmonie-santé.fr. Et puis on est présent aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Et on essaye à travers ces réseaux sociaux aussi de faire passer des bonnes informations santé et de repousser un peu les fake news nous aussi. Et on a au total à peu près 35 000 abonnés sur nos réseaux sociaux. Donc on a deux newsletters, une qui s'appelle le fil Harmonie Santé, qui est la newsletter qu'on peut avoir en s'abonnant sur notre site. Donc c'est tout simplement, on est informé à travers cette newsletter hebdomadaire des articles qui sont publiés sur notre site chaque semaine. Et on a à peu près un peu moins de 20 000 abonnés sur cette newsletter. Et puis pour ceux qui s'intéressent à la question du travail et de la santé au travail, on a via LinkedIn, notre compte LinkedIn, une newsletter spécifique sur la question du travail chaque mois, qui est envoyée chaque premier mardi du mois et on peut s'abonner via notre compte. Voilà. Parallèlement à cela, on organise des conférences débats un peu partout en France, dans les territoires, qu'on appelle les Agora mutualistes, et qui sont organisées par notre média Harmonie Santé, mais avec les élus d'Harmonie Mutuelle, sur différents thèmes. Et là encore, c'est pas du tout réservé aux adhérents. N'importe qui peut y participer, soit en physique, soit en distanciel. Donc, il y en a certaines en physique, certaines en distanciel, certaines en hybride, ce qu'on appelle hybride, c'est-à-dire en mixte. Et puis, on a eu donc, vous voyez, à peu près en 2024, 3700 participants en présentiel et 2700 à distance. Et puis, les replays sont diffusés sur notre compte YouTube. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a fait un appel à moi sur la question des fake news, parce que nous avons publié en mars dernier, donc en mars de cette année, hein, un dossier complet sur la question des fake news en santé et plus précisément sur l'information santé. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, une information santé de qualité. Alors, j'espère qu'on y arrive un petit peu. Et en tout cas, pour nos articles, on s'appuie donc sur des sources et des experts qui ont une démarche scientifique. Et donc, on essaye autant que possible de ne pas diffuser de fake news, de fausses informations.
Et donc, dans ce dossier qu'on a diffusé dans notre numéro de mars, il était en fait réalisé en partenariat avec l'INSERM, donc l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui a un peu validé le fond scientifique de ce qu'on a raconté. Donc, quelque part, ils sont un petit peu présents aussi avec nous aujourd'hui parce qu'ils ont un peu validé ce que j'ai dit dans le dossier, donc normalement, un petit peu ce que je vais raconter aussi ce soir. Voilà. Merci Angélique pour cette présentation. On va passer donc dans le vif du sujet, hein, de nos fake news. Du coup, Angélique, quand on parle de fake news en santé, qu'est-ce que c'est en fait qu'une fake news en santé? Alors déjà, je veux juste repréciser que je ne suis bien qu'une journaliste entre guillemets, donc tout ce que je vais vous dire là, en fait, ce sont des choses que j'ai lues, que j'ai travaillé pour nos contenus. Donc je ne suis pas une sociologue des médias, je ne suis pas une spécialiste de la question. Maintenant, j'ai condensé ce qu'on pouvait trouver sur le sujet un peu pour rassembler ça au même endroit. Donc, une fake news, déjà, avant de se demander ce qu'est une fake news en santé, peut-être un petit rappel de ce qu'est une information, parce que si on dit fake news en opposition à une information, peut-être juste redire ce que c'est. Alors, j'ai utilisé pour ça la définition du journal Le Monde, qui donne en fait 3 critères pour définir ce qu'est une information. Donc le premier critère, c'est qu'elle doit avoir un intérêt pour le public. Alors ça paraît bête de dire ça, mais si je vous dis par exemple ce que j'ai mangé ce matin, c'est une anecdote, hein, ça vous intéresse pas plus que ça. Si je vous dis que telle star est en couple avec tel autre, bon, c'est moi qui le dis, je n'ai pas de preuve de ce que je dis, ça c'est plutôt une rumeur, donc c'est pas une information. Voilà, donc ça c'est le premier critère, avoir un intérêt pour le public. Et puis le deuxième critère, eh bien, il faut que ce soit quelque chose de factuel. Donc c'est pas une opinion que l'on donne, c'est pas mon avis, c'est vraiment des faits que l'on relate. Donc si par exemple je dis que dans 90% des cas le cancer colorectal se guérit s'il est dépisté tôt, eh bien ça c'est une information. C'est pas une fake news, ça repose sur des faits. D'ailleurs, pour information, la source, c'est l'Institut national du cancer. Et donc, ce troisième critère, pour avoir une information, elle doit être vérifiée. Ce sont des faits qui sont avérés. On connaît la source, on peut aller chercher, vérifier par soi-même que ça existe bien. Et puis, si plusieurs sources corroborent cette information, bah, c'est encore mieux. Il y a plus de chances qu'elle soit vraie. Voilà, donc les 3 critères, c'est ça. Un intérêt pour le public, être factuel et être vérifié. C'est ce qui fait une information. Et après, pour ce qui est des fake news, alors je vais vous donner l'alternative en français pour ceux qui préfèrent les mots français après, mais c'est vrai que fake news, en fait aujourd'hui, on met un peu tout dans ce terme de fake news. C'est devenu un peu le synonyme de fausse information. Mais c'est un peu un raccourci dans le sens où il y a en fait 3 choses qu'il faut comprendre. Il y a d'abord ce qu'on appelle en fait la mésinformation. Alors la mésinformation, c'est le fait de diffuser des informations qui sont fausses, mais de façon involontaire. Par exemple, j'ai lu quelque chose, j'y crois, je pense que c'est vrai, et donc du coup, j'informe mes amis, je transmets ce message. Mais moi, je suis persuadée que c'est vrai. Donc quelque part, je ne pense pas que c'est une fake news, sinon je la diffuserais pas forcément. Donc ça, c'est la mésinformation. C'est involontaire. On la diffuse, mais pas volontairement. Donc là, on ne peut pas vraiment parler de fake news. Euh, donc c'est ce qu'on fait tous, hein. On a vu quelque chose, on le partage à ses amis, on le partage à son réseau professionnel, à son entourage, mais on n'a pas forcément vérifié avant de le faire. Et puis quelque part, on le fait souvent de bonne foi. On le fait pour aider les autres, pour alerter, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mésinformation. Et puis, il y a un autre phénomène, là, c'est la désinformation. Donc là, à l'inverse, c'est bien volontaire. Volontairement, je sais que quelque chose est faux, voire je l'ai inventé de toutes pièces, je l'ai créé de toutes pièces, et je sais que c'est faux et je le diffuse. Là, c'est bien de la désinformation. J'ai un peu l'intention de tromper, de nuire, en donnant ces éléments. Donc là, c'est délibéré, c'est mensonger, et c'est parfois fabriqué carrément de A à Z, hein. Donc là, dans cette désinformation, quand on diffuse de fausses informations volontairement, c'est ce qu'on appelle les fake news. Voilà. En français, on dit les infox. Il y a un mot qui a été choisi parce que, en général, la langue française n'aime pas trop intégrer des mots anglais. Donc, l'alternative aux fake news, c'est les infox. Les infox, en fait, c'est la contraction de information et intoxication. Donc, c'est l'alternative française au mot fake news. Donc là, on est bien sur des choses volontaires. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être amené à diffuser des fake news. Ça peut être à des fins politiques. Par exemple, j'essaye d'influencer le vote d'une élection, j'essaye de rameuter un maximum de gens vers mes idées politiques. Donc ça, c'est voilà, à des fins politiques. Il y a à des fins idéologiques.
et sur la santé, il y en a pas mal. On veut essayer de faire adhérer un maximum de gens à ces idées. Donc là, c'est idéologique. Et puis, il y a des fins, là, c'est le plus courant, à des fins commerciales. On comprend bien pourquoi. Euh, Si je veux vendre un produit ou générer de l'audience sur mon site, j'ai tout intérêt à faire venir un maximum de gens, à susciter un maximum de clics. Donc, et souvent aussi dans le but de vendre de la publicité ou des produits, ça dépend. Mais dans les deux cas, on cherche bien à tromper en fait son auditoire et donc on utilise les fake news pour ça. Donc ça, c'est le deuxième phénomène, la désinformation. Donc là, on est bien sûr, je fais volontairement les choses. Après, il y a un peu un intermédiaire qui s'appelle la malinformation. Donc ça, en fait, j'utilise des choses qui sont vraies, donc ça peut être un vrai chiffre, ça peut être une vraie étude, mais je vais un peu la détourner, je vais la sortir de son contexte, je vais oublier de dire un certain nombre d'informations, je vais prendre qu'une partie et la remettre dans un autre, un autre contexte, autre chose, je vais le sortir euh, et je vais aussi omettre un certain nombre d'informations. Je ne vais pas dire qui est derrière cette étude, je ne vais pas dire que c'est commandité, par exemple, par un groupe commercial, etc. Donc ça, c'est la malinformation. C'est volontaire, mais ça s'appuie sur de vraies informations. Donc voilà, donc il y a tous ces phénomènes, en fait, la mésinformation, la désinformation et la malinformation, ça contribue un peu à une sorte de contexte actuel, un peu d'atmosphère ce que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, elle dit aujourd'hui qu'on est un peu dans une infodémie. Alors l'infodémie, c'est un peu la contraction d'information et d'épidémie. Finalement, il y a tellement de choses fausses qui circulent qu'au bout d'un moment, je ne sais plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Tout ça est un peu mélangé. Et je ne sais plus vraiment qui croire non plus. C'est-à-dire qui a raison, qui a tort, je ne sais plus comment faire et je ne sais plus comment m'y retrouver. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, un peu de savoir comment s'y retrouver. Et il faut savoir juste une chose, c'est que la santé, dans la question des fake news, elle est particulièrement touchée par les fake news et par la désinformation. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la santé, finalement, ça touche à l'intime, ça joue sur nos peurs aussi, parce qu'on a peur d'être malade, on a peur de mourir, donc forcément on est plus attentif sur des contenus comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de pseudo-sites de santé qui circulent avec des fausses informations, qui vendent des produits, etc., qui proposent aussi des soins alternatifs, voilà, parce que bah, finalement ça joue vraiment sur notre corde sensible, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, bah, on voit bien sur tous ces types d'informations, il y a souvent des phrases qui doivent un peu vous alerter, comme par exemple, cette information peut vous sauver la vie. On est en train de vous empoisonner. Euh, ou alors, faites attention à ci, faites attention à ça. On voit bien un peu, c'est ce vocabulaire qui est utilisé un peu pour jouer sur la peur des gens. Donc ça, typiquement, dès qu'on entend un peu ce genre de réflexion, il faut être attentif. Et puis, on verra au cours de ce webinaire que les informations, elles peuvent être dangereuses, voire très dangereuses pour la santé, mais ça, on le verra un peu plus tard parce on a des chiffres qui parlent de ça. Très bien. Du coup, Angélique, qu'est-ce qui fait en fait qu'une fake news sera plus crédible qu'une autre aux yeux du public? Alors, en fait, les fake news aussi, elles jouent un peu sur, sur trois critères, on va dire. Il y a l'effet de masse, parce que plus il y a de personnes qui croient en quelque chose, plus on va se dire que quand même, il faut peut-être que j'y crois aussi, parce que s'il y a autant de gens qui le pensent, c'est que quelque part, ça doit être un peu vrai. On a tous ce réflexe-là un peu. S'il y a autant de gens qui pensent ça, c'est que peut-être qu'il vaut mieux qu'on y croit aussi. Et on voit bien sur les réseaux sociaux, en fait, si un post a été aimé des milliers de fois ou une vidéo a été partagée par énormément de personnes, peut-être qu'on va se dire que là, ça nous la rend un peu crédible. On va se dire, bah, quand même, s'il y a autant de gens derrière, voilà, il faut peut-être que moi aussi, je l'aime ou que je la partage. Donc voilà, c'est ça, c'est le premier point, c'est l'effet de masse. Alors, je ne veux pas dire qu'on est tous des moutons, mais il y a ce côté-là quand même un petit peu effet de masse. Tout le monde y croit, donc moi, j'y crois aussi. Il y a l'autre point, c'est la confiance. En fait, si on a confiance en quelqu'un qui relaie une information, enfin, en l'occurrence une nouvelle, puisque c'est pas toujours une information, justement, ça peut être une fausse information, eh bien pareil, on va y croire plus facilement. Si c'est un ami qui me partage cette information, si c'est sur le compte de quelqu'un de ma famille, le compte d'un réseau social de quelqu'un de ma famille, si c'est quelqu'un de mon cercle professionnel, bon, peut-être que du coup, je me dis j'ai confiance en lui ou confiance en elle. Et puis aussi, on peut être un peu influencé par des personnalités qu'on apprécie. Alors, ça peut être un humoriste, un chanteur, un acteur, ou un homme ou une femme politique aussi, hein. Si ces personnes-là, qu'on apprécie beaucoup par ailleurs pour leurs activités, partagent quelque chose ou parlent de quelque chose, ben, on va avoir tendance à y croire plus facilement. Donc ça, c'est la notion de confiance.
Et puis, évidemment, bah, là, les gens qui diffusent ces fake news ont plein ont plein d'idées, ont plein de techniques pour essayer de nous tromper. Et dans ces techniques, en fait, ils s'appuient un petit peu sur ce que font les autres, donc ce que peuvent faire les journalistes ou les institutions. En fait, ils ont tendance à rédiger des textes qui vont ressembler à des vrais articles, avec dans la présentation une photo placée de telle façon, un titre fait d'une telle façon, une introduction. Ils vont citer des sources. Ils font aussi ça pour ressembler à des sites institutionnels, qui peuvent ressembler à des sites de ministères. Donc, ils jouent un peu sur ça pour paraître très sérieux. Et donc, qui dit sérieux dit crédible. Ça a l'air sérieux, donc voilà, ça inspire confiance. Et puis, ils peuvent aussi tout simplement inventer des chiffres d'études qui n'existent pas, ou comme j'ai dit tout à l'heure, se baser sur des études qui existent, mais sortir des choses de leur contexte. Ou alors citer des études aux méthodes un peu parfois douteuses, ou qui sont des études très isolées, qui n'ont pas du tout été euh, confortées par d'autres études, par ailleurs, par d'autres chercheurs. Donc, une étude un peu isolée, pareil, il faut peut-être s'en méfier aussi. Alors, l'autre artifice qu'ils peuvent utiliser, c'est de faire parler des pseudo-experts. Pseudo-experts. Donc, en matière de santé, souvent, ils vont faire appel à des gens, soit qui disent être médecins, donc parce que voilà, un médecin, ça rassure. Donc, on a un médecin qui s'exprime. Alors, si c'est un professeur de médecine, c'est encore mieux, parce que ça fait encore plus crédible, hein. Voilà. Ça nous impressionne, en fait, de dire qu'un professeur de médecine s'exprime. Donc là, on se dit, oui, quand même, ça doit être sérieux. Et puis, si vous remarquerez, souvent, sur les faux sites comme ça, les professionnels de santé qui sont cités, ils sont souvent basés à l'étranger. Euh, Parce que c'est pas forcément des gens en France, parce qu'en France, c'est plus facile pour nous de vérifier si ce pseudo-médecin existe. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que tout simplement, en France, en fait, le code de déontologie des médecins leur interdit, hein, vraiment, bon, évidemment, de raconter n'importe quoi, ça, voilà, mais aussi par exemple, de promouvoir des produits de santé. C'est interdit par le code de déontologie des médecins. Donc ça, si jamais il le fait quand même, au risque d'être radié, parce que c'est ça aussi potentiellement, hein, puisque c'est interdit par le code de déontologie, par le national de l'ordre des médecins, s'il le fait quand même, c'est qu'il prend le risque d'être radié, donc il faut vraiment qu'il soit sûr de ce qu'il raconte. Donc ça doit vous alerter. Et d'ailleurs, en préparant ce webinaire, je donnais ce petit exemple. Vous verrez dans les publicités, parfois, pour les dentifrices ou pour les brosses à dents, que les médecins qui sont cités sont toujours basés en Suisse ou au Royaume-Uni. C'est jamais des médecins français. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça peut être des vrais médecins d'origine française installés à l'étranger. Mais comme en France, c'est interdit de faire de la promotion pour des produits, eh bien, en fait, ils utilisent uniquement des médecins basés à l'étranger. Donc, ça, c'est la petite anecdote, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, hein, mais c'est juste que c'est interdit. Voilà. Alors, David, je crois qu'on ne vous entend pas. Excusez-moi, j'avais oublié de remettre mon Pas micro. de souci. Du coup, je vous demandais comment fonctionne la propagation de ces fake news en santé et surtout pourquoi est-ce qu'elles circulent si facilement et surtout ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors, effectivement, il y a plusieurs raisons. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est le constat. Le fait que ça circule plus vite et plus massivement, ça, c'est avéré, hein. Il y a eu là des études faites sur le sujet. Il y en a une qui a été faite sur le réseau social X, alors l'ancien Twitter, mais maintenant ça s'appelle X, et qui montre que les fake news en fait se propagent beaucoup plus vite et beaucoup plus largement qu'une vraie information. Donc un petit exemple, eux, ils ont fait des études hein, sur quand même plus de 3 millions de personnes et plus de 120 000 contenus, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'étayé, c'est pas juste une petite étude. Et ils ont montré en fait que les fake news ont 70% de chances en plus d'être retweetées qu'une vraie information. C'est quand même énorme, 70% de chances en plus. Donc c'est quand même beaucoup. Et les vraies informations, en fait, en moyenne, elles touchent, si on prend toutes les informations confondues, elles touchent en moyenne 1000 personnes. Mais les fausses informations, elles en touchent en moyenne près de 100 000. Donc c'est énorme, hein. C'est un rapport de 1 à 100. Donc on voit bien hein, quand même qu'il y a... Dans le combat, c'est assez déséquilibré, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le constat. Et pour votre question, c'était pourquoi? Alors j'avais interviewé il y a quelques années un chercheur en neurosciences qui s'appelle Albert Moukébert, qui a écrit un certain nombre de livres sur le cerveau. Et d'ailleurs, des livres très intéressants, je vous les conseille. Et il disait que, en fait, notre cerveau, alors ça peut être bizarre de le dire comme ça, mais notre cerveau aime les fake news. Pourquoi? En fait, il y a un certain nombre de mécanismes, mais par exemple, quand on a un doute sur une information, ben, notre cerveau, par prudence, il va avoir tendance à y croire quand même. Parce que c'est un peu comme un instinct de survie, c'est un peu un principe de précaution. Je suis pas sûre,
Mais dans le doute, si ça peut m'aider, si ça peut me sauver, voilà, je vais y croire quand même. Donc ça, c'est un peu notre cerveau qui nous trompe. Voilà, ça a été pareil étudié hein, par des études, mais donc c'est vraiment ça, une sorte de principe de précaution. On ne sait jamais, donc j'y crois quand même, on ne sait jamais. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Notre cerveau a tendance à nous induire en erreur. Et puis, il avait aussi un terme que je trouvais assez drôle, c'est il appelait ça la flemme intellectuelle. Ça, c'est le deuxième phénomène. Donc, on voit une information, on se dit, bon, allez, j'ai pas le temps de la vérifier, je suis pas sûre, bon, j'ai pas vraiment le courage de la vérifier, donc je la prends pour argent comptant, puis je me dis, ça doit être vrai, je me pose pas trop de questions, j'ai un peu la flemme, c'est ce qu'il a utilisé comme terme, d'aller faire la démarche de vérifier, donc j'y crois comme ça, puis on verra bien. Donc, voilà. Et puis, il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'on a tendance à adhérer davantage, à être donc moins critique envers quelque chose auquel on croit déjà. Si par exemple, je suis convaincue que le vaccin contre la rougeole peut donner l'autisme, peut être à l'origine de l'autisme, et que je vois un post sur les réseaux sociaux qui dit ça, bah tout de suite je vais y croire, parce que de toute façon ça correspond déjà à ce que je pense. Par contre, s'il y a un post qui dit l'inverse et qui essaye de m'expliquer pourquoi ce n'est pas possible scientifiquement avec une démarche, etc., là, je me dis oui, enfin bon, ça correspond pas à ce que je crois, donc bon, je vais pas forcément aller le lire, donc pas prendre le temps d'essayer d'être convaincu du contraire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un peu un biais de confirmation. J'y crois déjà, donc mon raisonnement est biaisé. Donc ça aussi, c'est une histoire de cerveau qui nous trompe. On est toujours conforté plutôt dans nos idées. Et, et par ailleurs, il y a un phénomène, en fait, on le sait, mais on n'en a pas forcément toujours conscience. C'est que sur les réseaux sociaux, en fait, nos abonnés sont souvent des personnes de notre cercle personnel, comme je vous disais tout à l'heure, notre cercle personnel, notre cercle professionnel. Et ce sont majoritairement des gens avec qui on a forcément un minimum d'idées proches. On est plutôt proche d'eux, donc on a forcément des idées en commun. Donc voilà, on est un peu dans une bulle un peu où tout le monde pense un peu comme nous. Donc on s'entretient entre nous. Et puis s'ajoute à cela, en fait, sur les réseaux sociaux et sur Internet, il faut savoir qu'il y a les algorithmes. Et les algorithmes fonctionnent comment? En fait, ils se basent sur l'analyse de données. Donc, ils analysent les données de tout le monde, y compris les vôtres, pour savoir quel contenu vous remontez. Et il vous remonte forcément des contenus que vous avez déjà, des idées que vous avez déjà émis, des contenus que vous avez déjà vus, des sites que vous avez déjà consultés. Ça, plus ceux de vos amis aussi. Parce qu'évidemment, voilà, si vous avez été voir des comptes d'amis, il va vous partager aussi des choses que vous avez vues, des informations que vous avez vues sur ces comptes qui ne sont pas forcément vraies. Mais il se dit que si vous êtes allé les voir sur un autre compte, c'est que ça doit vous intéresser. Donc, ils vont vous mettre en avant comme ça. Quand vous faites une recherche Google, c'est pareil. Dans les premiers résultats, il y a ce qui est le plus recherché par les gens, mais il y a aussi ce que vous avez déjà consulté si vous avez des cookies. Donc, ça s'appelle des cookies, hein, c'est des petits éléments qui sont mis sur votre ordinateur et qui enregistrent les sites que vous avez déjà consultés. Donc, ça aussi, ça donne des informations aux algorithmes pour savoir quel site et quel contenu vous poussez. Donc, tous ces phénomènes, hein, nos proches, notre réseau professionnel, les sites qu'on a déjà consultés, les algorithmes, ça fait qu'on est dans une sorte de bulle informationnelle où on est un petit peu enfermé dans nos idées. Et ça contribue aussi forcément à diffuser les fake news. Euh, Au-delà de ça, forcément, tout ce qui est avec une démarche scientifique fait appel à la raison, alors que les fake news font plutôt appel à l'émotion. Donc, les émotions qu'on essaie de nous susciter à travers des fausses informations, hein, c'est nous faire rire, nous faire pleurer, nous faire peur, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, forcément, tout ça, ça fait davantage cliquer, ça aide à propager les fake news parce que ça joue sur notre corps sensible, alors que des données qui sont des démonstrations scientifiques, forcément, elles font moins appel à cet aspect-là de notre personnalité. Et donc, on est moins enclin à aller les voir forcément, quoi. Et ça, on est tous pareils, hein. On va aimer un post, on va partager une information sans forcément aller voir derrière, sans forcément aller voir le lien qui est mis à la fin du post ou à la fin de l'article pour en savoir plus. Et parfois, si on clique sur le pour en savoir plus, en fait, on se rend compte que ce qui est dit de façon beaucoup plus détaillée sur le site en question n'est pas tout à fait ce qui est résumé dans le post. Parce qu'il y a des raccourcis, il y a un extrait qui est pris et c'est pas forcément, ça ne reflète pas forcément l'ensemble des choses. Voilà. Après, il y a d'autres phénomènes, hein, il y a le fait que les Français ont un rapport de plus en plus ambigu avec la science. Alors, pas que les Français, hein, nos amis américains aussi, mais là, on s'occupe de la France. Mais on a un rapport quand même de plus en plus ambigu. Je vous cite une petite étude hein,
qui est paru en 2023 sur les jeunes. Et la situation envers la science est encore plus problématique sur la cible jeune. Et cette étude disait qu'en fait, un jeune sur trois estime que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal. Donc ça veut dire que en fait, les deux tiers des jeunes pensent que l'inverse, c'est-à-dire pensent que la science apporte plus de mal que de bien. Donc c'est quand même énorme. C'est-à-dire majoritairement, ils ne pensent pas que la science est positive. Et il faut savoir, donc là j'ai dit un jeune sur trois, et il y a 50 ans, c'était un jeune sur deux. Donc ça a quand même beaucoup évolué. Alors certes, il y avait déjà pas mal de gens qui pensaient que la science, ça n'était pas utile, mais là quand même, ça ne s'arrange pas, on va dire. Et puis, il y a aussi une perte de confiance dans les médias traditionnels, donc les médias traditionnels, la presse écrite, la télévision, la radio. Aujourd'hui, en fait, il y a deux tiers des Français qui considèrent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Donc ça, c'est ce que dit le dernier baromètre Lacroix sur le sujet, sur la confiance dans les médias. Donc, si vous cumulez la défiance envers les médias et la défiance envers la science, forcément, ça n'aide pas à aller dans le sens de la lutte contre les fake news. Et puis le dernier petit point peut-être dont il faut avoir conscience, c'est qu'en fait sur les réseaux sociaux, finalement tous les avis se valent. Si vous êtes un grand professeur de médecine, vous avez un compte et vous prenez un citoyen lambda qui s'intéresse à la santé et qui publie des contenus sans être professionnel de santé lui-même, finalement les posts dans un fil, ils arrivent au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie. En fait, tout ça, ça se mélange. Donc, alors on peut se dire c'est démocratique, c'est sûr. Mais il n'y a pas de hiérarchie, donc il n'y a pas d'importance accordée plus à l'un qu'à l'autre. Alors, on peut se dire que c'est bien, mais bon, du coup, ça aide aussi à diffuser des informations qui ne sont pas toujours bien sourcées. Voilà. Ben, merci pour tous ces renseignements. Du coup, est-ce que vous pourriez nous partager quelques exemples de fake news en santé qu'on rencontre le plus souvent peut-être? Oui, alors il y en a plein sur la santé, c'est vraiment, je vous disais, hein, la santé, c'est vraiment le candidat idéal pour les, les fausses informations. Mais j'en ai choisi trois. Alors, je me suis basée sur le travail que mène l'INSERM, justement, à travers une série qui s'appelle Canal Détox, où justement, ils étudient des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils prennent les plus populaires et ensuite, ils essaient de démontrer en quoi c'est pas possible ou en quoi c'est faux, et à travers des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Donc j'en ai trois, j'ai choisi trois. La première qui circule beaucoup et j'ai l'impression de plus en plus et qui s'étend aussi, voilà, sur d'autres pathologies, c'est que la première, ce serait que pratiquer le jeûne, donc le fait d'arrêter de manger ou de ne pas manger pendant un certain nombre d'heures, serait recommandé pour lutter contre le cancer. Donc ça circule beaucoup. euh, Avec l'idée que, bah, en fait, cette rumeur, elle se base sur le fait que ça permettrait de combattre certaines maladies, donc le cancer, mais j'ai vu que ces derniers temps que ça s'étendait aussi à Alzheimer, donc voilà, euh, ce qui est clair, c'est que c'est pas possible, hein, mais l'idée derrière ça, c'est qu'en fait, notamment pour le cancer, c'est que arrêter de manger, ça permettrait d'affamer, j'ai dit bien, affamer les tumeurs. Bon, concrètement, c'est pas possible, techniquement, ce n'est pas possible. Mais, euh, mais c'est quelque chose vraiment qui circule, cette rumeur-là. Et il y a d'autres rumeurs hein, autour du cancer pour essayer de combattre le cancer. Alors, il y a eu pendant plusieurs années une qui a circulé, c'était le citron congelé. Donc, il suffisait de congeler du citron et ensuite de le manger pour combattre le cancer. Bon, ça n'a jamais été prouvé. Pourtant, il y a eu pas mal de sites hein, sérieux qui ont essayé d'expliquer en quoi c'était pas possible et qui se sont appuyés sur des chercheurs, mais ça continue de circuler. Et puis, ces derniers temps, il y a le bleu de méthylène aussi qui revient, qui serait utilisé pour lutter contre le cancer. Bon. Pour revenir aux jeunes, le problème du jeûne, c'est que concrètement, quand on a un cancer, malheureusement, pour combattre la maladie, il faut que le corps et toute son énergie, il faut qu'il soit bien en forme. Et concrètement, arrêter de manger, c'est pas forcément la meilleure idée. Parce qu'en plus, ça aggrave des phénomènes qui existent déjà avec le cancer, qui sont bah, la fonte musculaire, la perte de poids, la perte d'énergie, etc. Donc, c'est clairement pas une bonne idée. Donc, il vaut mieux éviter de faire ça. Et d'une manière générale, j'ai envie de dire sur le jeûne, en tout cas, c'est ce que les médecins conseillent, éviter de le faire sans avis médical, d'une manière générale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, voilà. Mais c'est quand même mieux d'en parler à son médecin avant. Ça, c'est un petit message au passage. Donc ça, c'est la première idée reçue que j'ai retenue pour vous. Donc c'est ça, jeûner permettrait de lutter contre le cancer. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas prouvé
Son utilité, il vaut encore mieux faire appel aux méthodes traditionnelles, chimiothérapie, etc. Voilà. La deuxième fake news que j'ai retenue pour vous, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des médicaments qui sont détournés de leur usage. Euh, et donc, par exemple, il y a des médicaments contre le diabète ou l'obésité qui sont faits pour des personnes qui sont vraiment diabétiques et vraiment en situation d'obésité, qui sont détournés, en fait, pour être utilisés comme des coupes-faim pour maigrir. Donc ça, c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé aux États-Unis, mais qui arrive malheureusement en France. On le voit sur des réseaux sociaux comme TikTok notamment. Euh, et c'est une tendance, il faut être clair, ça se développe beaucoup. Donc pour le diabète, les médicaments du diabète type 2, c'est par exemple l'Ozempic, et pour l'obésité, c'est le Wegovy. Et donc c'est utilisé par des personnes qui essayent de maigrir, mais alors clairement pour des personnes qui la plupart du temps n'ont pas vraiment besoin de mincir, hein, qui sont pas en surpoids et encore moins en obésité, mais qui pensent que ça peut les aider. Le souci de ça, quand même, c'est que ces médicaments, ils sont très utiles pour les personnes qui ont ces pathologies, mais ils n'ont pas du tout été testés sur des personnes qui n'ont pas ces pathologies. Ils ont été testés dans des cas précis, voilà, des indications très précises. Donc, on ne sait pas quels effets ils peuvent avoir sur des personnes qui n'ont pas ces pathologies. À long terme, et les effets indésirables, etc., ils ne sont pas connus puisqu'ils n'ont pas été recherchés, puisque c'est pas fait pour ça. Donc voilà, et accessoirement, et ce qui n'est pas un accessoire, ça peut aussi conduire à des pénuries de médicaments pour ces personnes qui ont vraiment besoin, hein, donc pour des malades, hein, et des personnes qui ont un diabète et qui sont en situation d'obésité, donc ils pourraient se retrouver en situation de ne plus avoir accès à ces médicaments. Et on sait à quel point en France, en ce moment, parfois, les pénuries de médicaments, c'est important. Euh, et par ailleurs, il faut savoir que si ces personnes se sont procurées ces médicaments, alors qu'elles n'en ont pas besoin, c'est forcément qu'elles l'ont fait de manière frauduleuse. Parce qu'on ne peut pas avoir accès à ces médicaments sans ordonnance. Donc, soit c'est via Internet, soit c'est via des réseaux, etc. Donc, voilà. Clairement, ce n'est pas une bonne idée. Et en plus, enfin, l'effet sur la perte de poids pour les personnes qui n'en ont pas besoin n'a pas été prouvé. Donc, voilà pour le deuxième exemple. Et le troisième, alors là, il peut paraître fou, mais bon. Ça existe quand même, en tout cas cette idée existe, qu'il existerait des aliments magiques contre l'infertilité. Alors, j'aime toujours ces mots magique, miracle, etc. En général, là, il faut s'en méfier. Donc, ça se base sur l'idée que si on adopte tel ou tel régime alimentaire, en fait, particulier, on pourrait booster sa fertilité. C'est un peu la même chose qu'on a sur l'immunité. Il y a beaucoup, au moment de l'hiver, il y a beaucoup de gens qui cherchent à booster leur immunité. Le terme booster, de manière générale, ça doit un peu vous alerter parce que booster, c'est un peu excessif. Donc, il y a par exemple des gens qui disent que manger plus de fruits, notamment des ananas, parce qu'ils auraient des propriétés antioxydantes, ou manger davantage d'œufs que ce qu'on mange habituellement, ça permettrait d'augmenter sa capacité à procréer. Bon, encore une fois, hein, ça n'a pas été prouvé, et les chercheurs de l'INSERM qui ont travaillé sur ces questions disent bien qu'il n'y a aucune recette miracle, ni aucun aliment magique pour essayer de booster sa fertilité. Il n'y a pas d'études qui prouvent que ça a été enfin, qui démontre ça. Et il n'y a aucun régime particulier, aucun aliment spécifique qui peuvent aider à faire ça, quoi. Donc, vous voyez bien hein, que tous ces fake news, en fait, elles se basent sur le même principe. Toujours, soit on essaye de toujours d'aller sur soit la peur, soit la détresse. On voit bien le désespoir hein, quand on a un cancer ou quand on essaie désespérément de faire un enfant et qu'on n'y arrive pas. Forcément, on est en situation de fragilité, donc il y a des gens qui profitent de ça. Donc pour plusieurs raisons, hein, principalement parce que c'est une manne financière. Donc soit l'idée c'est de vous amener à consulter des sites qui vivent que de la publicité, donc plus vous allez consulter, plus ils vont engorger d'argent, ou des sites qui vendent des produits, surtout des compléments alimentaires, qui n'ont pas prouvé leur efficacité et donc qui essaient de vous vendre des choses. Donc ça, voilà, c'est ça. Donc, sur la santé, particulièrement, donc le cancer, c'est vraiment un sujet sur lequel il y a énormément de fausses informations. La nutrition aussi, c'est vraiment les deux. Alors, nutrition plus cancer ensemble, là, hein, c'est le jackpot pour ceux qui travaillent à essayer de nous faire croire de fausses choses. D'ailleurs, hein, par rapport à ça, ça a été étudié, puisqu'il y a le dernier rapport de la Miviludes. Donc, la Miviludes, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui, dans son dernier rapport, explique bien que le cancer vraiment fait l'objet de la plupart, enfin de la majorité de ces signalements pour dérives sectaires, et notamment via des produits, de la vente de produits, de la publicité, etc. Donc voilà. Et juste une petite info pour vous, comme je vous disais tout à l'heure, la petite anecdote sur les dentistes qu'on voit à la télévision
pour vendre des produits comme des brosses à dents ou du dentifrice sur la même idée. En fait, il faut savoir que le terme nutritionniste en France, il n'est pas protégé. Donc, n'importe qui peut se dire nutritionniste aujourd'hui en France, ce qui n'est pas le cas des diététiciens. Diététicien, c'est un diplôme d'État, on ne peut pas se dire diététicien comme ça, voilà. On ne peut pas usurper ce titre. Par contre, nutritionniste, en fait, bon, on peut. Et d'ailleurs, il y a l'ordre des médecins là qui se met un peu en ordre de bataille, c'est qu'à dire, pour essayer de faire interdire l'utilisation du terme par des gens qui n'ont pas de formation médicale. Parce que ça, c'est un vrai problème aussi, c'est que c'est ambigu. En fait, on voit le mot nutritionniste sur un site ou sur un réseau social, bah, on fait confiance à la personne. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut être bien vigilant. Mais du coup, quelles peuvent être les conséquences justement de ces fake news sur la santé des Français? Alors, il y en a plusieurs, mais déjà, pour soi-même, en fait, ça peut conduire à faire de mauvais choix. Euh, donc, parfois, au point de mettre sa vie en danger, hein, parce que si on fait de mauvais choix, voilà, quand on parle de santé, ça peut être grave. Mais ça, on ne le sait pas forcément, mais ça peut entraîner aussi des conséquences en termes de santé publique. Donc, je prends un exemple. Pour moi-même, euh, pour une fausse information, ça peut m'entraîner à arrêter ou à refuser un traitement, par exemple. Si je veux, bah, encore une fois, combattre le cancer en jeûnant ou avec du citron congelé plutôt qu'avec une chimiothérapie, bah, clairement, voilà, ça peut mettre ma santé en danger. Et ça peut entraîner aussi des retards de diagnostic. Parce qu'en fait, si je me dis que j'ai quelque chose qui va pas, je cherche sur Internet les symptômes et tout, on me dit, bah, en cas de tel symptôme, prenez tel produit ou tel complément alimentaire, etc. Ou allez voir tel site, ou faites ceci, et qui n'a absolument aucun impact, mais j'y crois, je le fais. Et puis, plutôt que d'aller voir mon médecin, je fais ça. Et puis, je retarde le moment où j'attends d'avoir des symptômes vraiment très importants pour aller voir mon médecin. Là, clairement, le retard de diagnostic, si reprend l'exemple du cancer, ça peut avoir des conséquences très graves parce que traiter une tumeur qui fait 1 centimètre ou traiter une tumeur qui fait 7 ou 8 centimètres, c'est pas du tout la même chose, hein. Donc, pendant ce temps-là, le temps passe et le retard de diagnostic, à l'échelle individuelle, ça peut être catastrophique. Donc, ça, c'est pour l'effet sur soi. Et sur la santé publique, on voit bien qu'une fausse information, ça peut m'entraîner moi à faire des choix. Par exemple, je choisis de ne pas me faire vacciner pour telle ou telle pathologie. Je choisis de ne pas me faire vacciner parce que je ne crois pas dans ce vaccin, parce que je pense que c'est faux, parce que je pense qu'il y a des effets indésirables, etc. Bon, c'est mon choix, voilà, je suis libre de le faire. Mais il faut se dire que si beaucoup de personnes font ce choix, on arrive à une situation en fait où en termes de santé publique, ben, aujourd'hui, hein, à l'échelle collective, on a un retour de certaines maladies euh, qu'on croyait oublier, comme la coqueluche ou la rougeole, et qui sont des maladies qui sont très contagieuses et qui reviennent en France. Et pour vous donner juste une petite information, la rougeole, une personne qui est atteinte de la rougeole peut contaminer 18 à 20 personnes potentiellement. Donc, qui elles-mêmes peuvent contaminer 18 à 20 personnes à chaque fois. Donc, voilà, c'est comme ça que des épidémies peuvent revenir. Et pour répondre plus précisément à votre question, nous, on a fait une petite étude, donc je pense qu'on peut partager les résultats que je vais vous commenter. On a fait une étude chez Harmonie Santé. Et en fait, on a demandé à l'Institut Verian, donc c'est un institut de sondage, hein, de réaliser un sondage en décembre dernier sur les fake news dans le domaine de la santé. Donc ce sondage a été fait avec l'INSERM aussi, qui était notre en collaboration avec nous, donc qui a été réalisé donc en ligne en décembre. Et on a interrogé un peu plus de 2000 Français qui étaient donc 2000 Français majeurs, hein, 18 ans et plus. Et ce que l'on voit, ça a montré ce sondage qu'il y a 47%, donc presque un Français sur deux, hein, 47% des gens qui ont conscience d'avoir été exposés aux fake news. Et pour la petite information, on a fait ce même type de sondage il y a 5 ans, donc on a 5 ans d'évolution. Et il y a 5 ans, il y avait 37%, donc 10 points de moins, de gens qui avaient conscience d'avoir été exposés aux fake news. Donc c'est quand même beaucoup l'évolution. Alors c'est un chiffre qui est à prendre avec une certaine précaution parce qu'on peut se dire deux choses. Soit il y a plus de gens qui sont exposés aux fake news, ou soit simplement il y a plus de gens qui ont conscience d'avoir été exposés aux fake news. Donc ça peut vouloir dire qu'il n'y en a pas plus, bon, a priori il y en a quand même plus, mais en tout cas qu'on les repère plus facilement et on a plus conscience que c'est possible de se faire avoir. Donc ça c'est plutôt presque la bonne nouvelle. Par contre, ce qui est moins une bonne nouvelle, c'est que dans ces 47%, il y en a 43% qui ont été influencés par cette fausse information. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont lu cette fausse information, ils y ont cru,
et ils ont changé, ils ont adapté leur comportement, ils ont fait quelque chose en fonction de ça. Donc c'est là où c'est gênant parce qu'ils ont pris une décision pour leur santé en fonction de cette fausse information. Donc 43% de ces personnes, de ces 47%, c'est déjà beaucoup. Mais si on regarde chez les moins de 35 ans, donc chez les plus jeunes, c'est 60% qui ont déjà modifié leur comportement en fonction d'une fausse information. Et c'est même 72% chez ceux qui s'informent via les réseaux sociaux sur les questions de santé. Donc on voit bien là l'impact des réseaux sociaux sur nos décisions. Et en termes d'effets, alors heureusement, dans la majorité des cas, hein, les gens qui ont pris ces décisions en fonction d'une fausse information, ça n'a pas eu de conséquences graves sur leur santé, mais ça a pu quand même générer de l'angoisse, parfois de l'apparition de nouveaux symptômes, parce qu'on attend, on attend, et puis ben, il y a de nouveaux symptômes qui apparaissent, et même l'aggravation de leur maladie chez certains. Donc là, c'est quand même, là, on rentre dans la conséquence grave quand même. Et puis, il y a un autre phénomène qu'on peut dire, c'est que bah, quand on croit à une fake news et qu'on, par exemple, on va acheter un complément alimentaire ou on va acheter, je sais pas, un faux remède, bah, tout simplement, ça va avoir un coût inutile parce que c'est inefficace. Donc, financièrement, ça a aussi quand même un impact. Donc, c'est pas complètement neutre. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les fake news ont un impact sur la santé et ça peut parfois être vraiment néfaste pour la santé. Donc ça a été montré hein, à travers cette étude, mais pas que la nôtre, il en existe d'autres. Et si vous voulez en savoir plus, bah, en tout cas sur notre site internet, vous retrouverez tout l'article qui parle de ce sondage avec tous les chiffres que vous pouvez télécharger dans leur intégralité. Donc, David, je crois qu'on ne vous entend plus. Excusez-moi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, à poser vos questions dans le chat. On prendra un moment pour y répondre, hein. Du coup, je vais passer à la dernière question qui est quand même assez importante. D'après vous, Angélique, quels sont les bons réflexes à adopter pour éviter justement toutes ces fake news en santé et éviter de se faire piéger? Oui, alors on a fait ce travail un peu d'essayer de résumer tous les conseils qu'on pouvait donner à travers une infographie que je crois on va vous Oui, projeter. je vais euh, partager. qu'on a créé pour notre site internet pour essayer de résumer un peu les bons conseils. Alors, je vais vous les développer un petit peu, mais il y aurait 10 conseils, hein, selon nous, qu'on pourrait mettre en pratique. D'ac- Déjà, c'est en Voilà. train d'arriver. On l'a mis sous forme d'infographie pour que ce soit un peu plus ludique, mais disons que le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est déjà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, qu'on s'est tous fait avoir. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. On peut tous ou toutes se faire avoir par des fausses informations. Et ça, c'est vrai, il y a eu des études faites sur le sujet, quelle que soit notre catégorie sociale, quel que soit notre niveau d'études, il faut pas croire qu'il y ait des gens qui sont plus malins que les autres. Je pense que tout le monde s'est fait avoir, et moi y compris. Pourtant, j'ai travaillé sur le sujet, mais je pense que je me suis fait avoir comme les autres. Voilà, on peut tous se faire avoir vraiment, vraiment par ça. Par contre, si on a conscience qu'on peut se faire avoir, bah, on entraîne un peu notre vigilance et on fait un peu plus attention. Et du coup, on va les repérer peut-être plus facilement parce qu'on se met dans l'état d'être vigilant. Donc ça, c'est le premier conseil, je dirais. Avoir conscience qu'on peut tous se faire avoir. Et puis le deuxième, bah, j'en ai déjà parlé, mais c'est essayer de s'informer plutôt auprès de sources référentes sur la santé, plutôt que via les réseaux sociaux ou via des sites un peu qui ne sont pas forcément très sérieux. En particulier pour ce qui est de la santé. Euh, voilà, parce que encore plus pour les autres sujets, j'ai envie de dire, il vaut mieux faire confiance aux experts. Alors pour votre santé, bah, déjà, c'est tout simplement votre médecin traitant ou le spécialiste qui vous suit si vous avez une pathologie particulière. Il vaut mieux s'en référer à lui en premier avant d'essayer d'aller voir ailleurs. Et puis, au-delà des médecins que vous connaissez et que vous côtoyez, il y a aussi des sites internet au contenu qui reposent sur la science. Donc, le site internet du ministère de la Santé, celui de l'assurance maladie. Voilà, ce sont des sources fiables pour trouver des informations. Ça peut être sur une maladie, sur un vaccin, etc. Et puis, il y a d'autres institutions, hein, Santé publique France pour d'autres informations, notamment sur l'alimentation, des choses comme ça, ou l'INSERM que je vous ai cité tout à l'heure. Et nous, en fait, chez Harmonie Santé, ce sont des sources qu'on utilise au quotidien pour vérifier ce que l'on raconte. On croise des informations à travers différentes institutions, etc. Euh, c'est important parce elles sont basées sur des données scientifiques. C'est pas quelqu'un qui a dit que. Voilà. Après, le troisième conseil que l'on pourrait donner,
c'est se méfier des nouvelles, entre guillemets, incroyables. Quand c'est trop beau, voilà, il faut s'en méfier. Parfois, on voit sur des sites ou sur les réseaux sociaux, il y a un peu des termes, des allégations qui peuvent paraître un peu sensationnelles. Alors, il y a un traitement révolutionnaire, un remède miracle, un régime secret. Bon, si c'est secret, à un moment donné, c'est qu'il y a peut-être une raison, c'est que ça ne marche pas. Mais on va dire que si aucun média sérieux, si aucune institution ne parle de ces sujets et ne relaie ces mêmes contenus, il y a quand même des chances qu'elles soient douteuses, quoi. Après, je vous montrerai, il y a aussi des moyens de vérifier auprès de... Alors ça, on verra dans les ressources à la fin, mais il y a des moyens aussi de vérifier. Et puis, il y a quelque chose qui doit alerter, c'est qu'il y a des sites sur lesquels la publicité est très présente. Ça, un site qui a énormément de publicité partout avec des pop-up qui s'ouvrent, voilà. Ça doit un peu quand même alerter. Ou les titres aussi qui finissent par des points d'exclamation. Ça, c'est des choses, voilà, ça doit interroger un peu. En général, les journalistes, enfin assez peu, les journalistes utilisent des points d'exclamation dans les titres. C'est même un peu quelque chose qu'on apprend à l'école qu'il ne faut pas faire. Donc, quand il y a ça dans les titres, en général, voilà, ça peut arriver, mais c'est rare. Donc ça, tous ces contenus-là, ce sont vraiment des pièges à clics. Donc ça, vraiment, c'est important. Se méfier des nouvelles incroyables, c'était le point 3. Euh, et puis en 4, on a mis ne pas confondre popularité et fiabilité. Alors, ça peut paraître évident comme ça, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce que de nombreuses personnes partagent un contenu, que de nombreuses personnes ont aimé une vidéo, que ce qu'elle raconte est vrai. Euh, voilà, ça le rend comme ça crédible à première vue, mais il faut vraiment dissocier les deux, quoi. C'est la même chose en fait si on peut se dire avec l'audience à la télévision. C'est pas parce qu'une émission de télé est regardée par des millions de personnes que pour autant elle ne diffuse pas des idées reçues ou des fausses informations. C'est pareil. Donc, parfois, on sait aiguiser notre esprit critique à la télévision, mais dès qu'on est tout seul devant un site internet ou un réseau social, encore une fois, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, en qui on a confiance, qui partage, là, on est d'un coup beaucoup moins critique. Bah, il faut avoir la même démarche, popularité, mais pas fiabilité. Donc, ça, c'était le point 4. Et puis, autre chose, j'ai mis en 5, se demander qui est l'auteur. Bon, ça peut paraître évident aussi, mais toujours se demander est à l'origine de cette nouvelle et quelle est sa motivation. Est-ce que sa motivation, c'est juste de nous informer? Ou est-ce qu'elle a un intérêt commercial, comme je disais tout à l'heure, commercial, idéologique ou politique, à nous la diffuser? Donc ça doit nous interroger. Et alors, par contre, comment on peut savoir justement qui est derrière? Donc, il y a des choses simples hein, sur les réseaux sociaux, c'est déjà de regarder la description du compte, regarder qui est cette personne. Est-ce qu'il y a des détails ou pas sur qui elle est? Quel est son profil? Quel est son métier? Est-ce que c'est en lien avec les informations qu'elle diffuse? Est-ce qu'elle est compétente? Elle semble compétente? Est-ce que son profil est en adéquation avec les sujets qu'elle traite? Voilà. La compétence, parfois, transparaît ou pas justement dans cette description. Et sur un site internet, ça va être plutôt les pages qu'il faut regarder, c'est à propos, qui sommes-nous? Ou les mentions légales. Déjà, s'il n'y a pas de mention légale sur un site, déjà, attention, parce que c'est un signe que c'est pas forcément très sérieux, parce que normalement, il faut des mentions légales. Justement, par rapport à ces mentions légales, parfois, ça peut être bien de voir, parce qu'il existe aussi, alors ce qui est un peu trompeur, hein, mais il y a des sites parfois parodiques. Vous savez, on connaît par exemple le Gorafi, et c'est des sites qui en fait diffusent des informations humoristiques, donc qui créent des fausses informations pour faire rire, mais il y a parfois des gens qui les prennent au premier degré. Sauf que si vous allez sur leur site et que vous regardez dans les mentions légales ou dans le qui sommes-nous ou à propos, souvent c'est noté que c'est indiqué que c'est parodique. Donc là, vous vous dites, ah ben non, c'est pas une vraie information puisque eux, c'est leur créneau de nous amuser et de faire rire. Donc ça permet de vérifier aussi ça si on a affaire à un vrai site sérieux ou à un site qui est là pour nous amuser. Et voilà. Euh, Après, sur les articles, il y a aussi petite chose à regarder, c'est si l'article est signé par un journaliste et s'il est daté. Parce que la date, ça permet de voir aussi, est-ce que c'est une information récente? Est-ce que ça a été contredit depuis? Et s'il n'est pas signé, bon, en général, les médias, en général, enfin, les journalistes signent leurs articles, donc ça doit alerter. Euh, voilà, en gros, se demander qui est l'auteur, ça, c'est vraiment un point important. Donc, le cinquième point. Et le 6, bah, je l'ai déjà un peu dit, mais s'interroger sur la légitimité de la source. Notamment quand on parle de santé, c'est qui s'exprime? Est-ce que c'est un professionnel de santé qui me parle de santé? Ou bien est-ce que c'est un citoyen lambda? Et ce qu'on peut se poser comme question aussi, c'est que est-ce que finalement un humoriste ou une chanteuse est la plus à même pour nous conseiller sur la santé et nous informer sur les vaccins? Bon, voilà, c'est un petit réflexe à avoir. Est-ce que c'est vraiment la meilleure personne qu'il faut consulter pour avoir des informations fiables?
Je ne suis pas sûre. Ou sur le Covid-19 aussi, parce que là, Covid-19 a eu son flot de personnalités qui se sont exprimées sur le sujet. Il faut se poser la question, est-ce que ce sont les personnes les plus compétentes, les plus expertes? Bon, voilà. Donc ça, c'est le point 6. Le point 7, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure aussi, aller au-delà du titre et de l'image. Pas se contenter de sa première impression, essayer de voir un peu plus loin, parce que parfois il y a des titres qui sont très accrocheurs, très survendus, et puis quand on lit après derrière, en fait, finalement, c'est pas du tout en adéquation avec le titre. Donc ça, quand quelque chose nous intéresse, essayez de prendre le temps d'aller lire et de creuser un petit peu, plutôt que de partager tout de suite. Trois autres points, donc recouper les informations, donc ce que je vous disais tout à l'heure, vérifier auprès de sources référentes et si possible de plusieurs, pour savoir si elles disent toutes la même chose. Et puis essayer de voir s'il y a un consensus scientifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un consensus scientifique, mais on parle de consensus scientifique quand il y a plusieurs chercheurs, plusieurs équipes de chercheurs euh, originaires de plusieurs pays différents et plusieurs études qui corroborent une information. Ça, c'est ce qu'on appelle un consensus scientifique. Si c'est juste un chercheur dans son coin et qui, pour l'instant, en est au début, on va dire que c'est plutôt une hypothèse sur laquelle il travaille. Mais si d'autres ne vont pas dans ce sens-là, il n'y a pas encore vraiment de consensus scientifique, donc il faut un petit peu être prudent par rapport à cette information. Après, on peut se faire aider aussi dans sa quête de la vérité, on a appelé ça comme ça. Il y a des médias traditionnels hein, qui ont ce qu'on appelle des cellules de fact-checking, donc de vérification des faits en français. Le Monde, Libération, le Nouvel Obs, l'Agence France-Presse, voilà, qui ont vraiment des journalistes dédiés à ça, à essayer de voir si des informations sont vraies ou fausses. Donc sur leur site, vous trouvez souvent une rubrique qui permet de vérifier, et ça, on vous le donnera en référence aussi à la fin. Et puis, comme je vous disais, il y a parfois la science qui s'y met aussi, comme l'INSERM à travers Canal Détox. Pareil, je vous donnerai la référence aussi après. Et le dernier point, j'ai envie de dire, c'est presque le plus important. Euh, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on peut essayer de prendre un peu de distance avec ses émotions soi-même et d'essayer de mettre en pratique ses conseils avant même de partager une information à ses proches. Plutôt que de le faire d'abord et de réfléchir après, on essaye un peu voilà, de se poser 5 minutes, de réfléchir, de regarder, de vérifier. Et après, si on est vraiment convaincu après tout ce qu'on a lu, eh bien là, on peut partager, on peut envoyer à ses amis. Mais c'est vrai que euh, ça évitera en fait de participer à la propagation des fausses informations. Et il faut se dire qu'on a tous une responsabilité par rapport à ça pour essayer de lutter contre la désinformation. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces informations. C'était la dernière question que j'avais à vous poser. On va peut-être voir avec Maëlys, est-ce qu'il y a eu des questions sur le chat? Et je vois qu'il y a Monsieur Bernard qui a levé la main. Est-ce que vous pouvez poser votre question dans le chat? Parce que je ne sais pas si on peut réactiver votre micro ou pas. Alors, il est où Bernard? Il faut que je vous retrouve dans la liste. En attendant, Maëlys, est-ce qu'il y a des questions Est-ce que tu peux nous faire part des questions qui sont sur le chat, s'il te Je crois plaît? qu'il faut réactiver son son parce que Ah, d'accord. on lui a Ok. coupé la parole. Parfait. Euh, Hop là. Est-ce que du coup ça fonctionne? Oui. Oui, alors on a eu quelques questions. Alors il y en a certaines qui ont été faites avant que le sujet soit abordé. On avait des questions sur dont vous venez de parler, hein, sur comment on exerce son esprit critique et comment on est sensible à la qualité des informations, surtout quand on n'est pas spécialiste du sujet. Après, une question qui a été formulée tout à l'heure. Comment est-ce qu'on sait comment une fake news elle disparaît? Est-ce qu'elle est remplacée par une autre? Est-ce que... Alors malheureusement, il y en a qui disparaissent pas du tout. Je vous Mhm. citais l'exemple tout à l'heure du vaccin contre la rougeole qui donnerait l'autisme. Ça a beau avoir été prouvé par A plus B que ce n'était pas possible. Ça revient sans arrêt. Il y a toujours des gens qui remettent. En fait, souvent, ça disparaît pendant un moment.
parce que justement, il y a d'un seul coup beaucoup de contenus de scientifiques, de médecins, etc., qui vont sur cette réponse et qui donnent des infos. Et bah, ça fait un peu boule de neige et du coup, cette fake news un peu s'atténue. Et puis d'un coup, quand on a un peu oublié, bah, ça revient. Donc, à part lutter, refaire des contenus, et nous, les médias, on a cette responsabilité aussi là, hein, de continuer à essayer de débunker ces fake news. Mais à part ça, malheureusement, ça ne disparaît pas aussi facilement. Merci. N'hésitez pas hein, à faire part de vos questions dans le chat. On a une question. Du coup, là, on a parlé des fake news en santé. Est-ce que, si on ouvre un tout petit peu plus, est-ce qu'il y a d'autres domaines qui sont très concernés par les fake news? Oui. Et Bernard, alors David, peut-être qu'il faudrait essayer Oui. d'allumer le son pour Bernard. Alors, sur les autres, bah, évidemment, hein, la politique. Enfin, la On va laisser politique. Angélique. Ah, pardon. Ouais. Ah oui. Allez-y, La Angélique, et politique, puis. c'est un sujet, hein, la politique, toutes les personnalités publiques. Bon, dernière en date, c'est qui ne cesse pas de faire parler, c'est la femme de Monsieur Macron qui serait un homme. On voit ça, ça c'est pareil. Hein, ça a été, il y a des journalistes qui ont enquêté sur le sujet, hein, qui sont allés voir, qui ont fait des recherches à l'état civil, qui ont fait des dossiers hein, sur le sujet. Ça ne disparaît pas. Il y a toujours des gens qui reviennent avec ça. Voilà. Donc la politique, voilà, les personnalités, en fait, pour essayer de nuire, donc c'est les personnes dont on parle beaucoup, les sujets dont on parle beaucoup, pour nuire, forcément, les fake news, leur but, c'est de tromper et de nuire. Donc voilà. Je ne sais pas si je Euh, réponds bien à la question. Merci beaucoup. Bernard a une question sur le Oui. ministère de la Santé. Allez-y, Bernard. Ah non, moi, c'est pas sur le ministère de la Santé. Ah, c'est Ah, pas vous. Bah, allez-y, Non, pas, on va pas. prendre. Il se trouve que je vis dans un désert médical qui est très joli, qui s'appelle les Alpes de Provence. Donc, département à très faible densité. Pendant 3 ans, je n'ai pas eu de dentiste. Je n'en ai pas trouvé, tout simplement. J'étais sur liste d'attente. Ça, c'est pour vous situer un peu le contexte. Donc, quand on est dans un désert médical, j'ai mis 1 an à trouver un médecin traitant. Je suis arrivé il y a 5 ans dans ce joli département. J'étais dans les Bouches-du-Rhône auparavant. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que je suis dans un désert médical et aussi dans un désert mutualiste. Ça, c'est un autre sujet où il n'y a pas forcément d'agence d'harmonie mutuelle, par exemple, dont je suis un des élus. Donc, quand on cherche un avis, j'ai bien compris qu'il fallait suivre l'avis des experts et pas celui des réseaux sociaux. L'exposé d'Angélique m'est apparu absolument très, très intéressant. Mais je reste sur ma faim pour 2 raisons. Moi, on m'a demandé, j'ai 70 ans, on m'a demandé de me vacciner contre la grippe et le Covid. Et il se trouve que le professeur Raoult, qui habite à 30 km de chez moi, qui semble être quand même un expert éminent, qui a d'ailleurs reçu la visite du président de la République, ce qui aurait pu témoigner d'une certaine expertise, nous dit il ne faut pas se vacciner. Eh bien moi, pauvre citoyen, lambda, je fais quoi? Première question. Deuxième remarque, alors deuxième question qui est plutôt une remarque, c'est comme je ne suis plus environné, hélas, de vrais personnels de santé, c'est-à-dire de vrais médecins spécialistes, il faut que j'aille chercher à Aix-en-Provence à peu près 2 fois par semaine, donc à 60 km de chez moi. Il se trouve que je suis encore mobile et encore en plutôt bonne santé, ça va, mais c'est pas évident. Par contre, le mot santé que vous avez évoqué à peu près 100 fois, c'est un mot qui ne figure plus dans ma commune. Le seul mot qui figure, c'est le bien-être. Alors, qu'en est-il du bien-être? Parce que j'habite dans une ville de 25 000 habitants, vous allez vite savoir laquelle, puisqu'il n'y en a qu'une dans les Alpes de Provence, où la rue principale est jonchée de psychologues, le plus souvent, je n'ai pas dit toujours, le plus souvent ayant de réelles connaissances, remplis de praticiens d'hypnose, remplis de massages. J'ai même vu un masseur du côlon qui a mis une plaque de masseur, rempli de gens qui nous font de l'hypnose. Et dans tous les petits villages des Alpes de Haute-Provence, vous avez tous les ans, des villages de moins de 1000 habitants, vous avez tous les ans un salon du bien-être. Mais moi, je regrette. Mais c'est quoi le bien-être? Parce que aujourd'hui, la santé, à mon avis, elle évolue en France. Déjà, la santé publique, vous savez qu'elle souffre
de pas mal de difficultés, notamment de difficultés financières. L'hôpital de la commune, pour ne pas la citer encore, qui est Manos, qui est fermé, les urgences sont fermées, les urgences de Sisteron sont fermées, les urgences de Digne sont fermées. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on me propose? C'est du bien-être. Au lieu d'aller voir un médecin, au lieu d'aller voir un urgentiste, ce qu'on me propose, c'est d'aller faire de l'hypnose, c'est d'aller faire des massages, c'est d'aller rencontrer un psychologue, de voir un psychiatre, c'est d'aller... Alors, que puis-je faire pour savoir quelles sont les capacités réelles de tout ce personnel, entre guillemets, soignant, qui se répand absolument de manière incroyable? Voilà, ça c'était une remarque. Vous avez prononcé 50 fois le mot santé, et moi je n'entends dans mes villages que le mot bien-être, qui pour moi est une fausse santé. Bon, c'est un autre sujet. Ou peut-être complémentaire, j'ai 3 médecins spécialistes qui sont des amis, si vous voulez savoir. Je ne sais pas dans quelle spécialité, mais peu importe. Pour eux, certains me disent c'est un complément de la santé. Moi, je n'en sais rien. Je vois du bien-être partout. Je peux vous assurer que dans les villages de 1000 habitants, il y a des salons du bien-être. On vous fait un massage de la tête et avec ça, vous irez mieux. Peut-être même ça va guérir votre cancer. Si on vous fait un massage des intestins, peut-être que votre cancer colorectal, il va guérir. Alors vous avez compris que je fais pas de l'humour, parce que ce serait de l'humour noir. Mais c'est quelque chose qui m'interroge, et je suis dans le monde mutualiste bénévole depuis une dizaine d'années, mais on n'en parle jamais. Alors voilà, j'interroge la Mutualité française, qui par ailleurs est une excellente association. J'ai suivi énormément de formations, et je redis encore que l'exposé d'Angélique était pour moi très, très bien fait. Ce n'est pas le problème. C'est qu'à côté de ça, vous avez aussi en parallèle. Et moi, quand je me suis fait vacciner, si vous voulez savoir, pour le Covid et la grippe, mais je me suis interrogé, quoi. Raoult, je suis incapable de juger le professeur Raoult. Je sais qu'il a été radié de l'ordre des médecins, mais au bout de combien d'années? Raoult, il ne voulait pas que je me vaccine. C'était pas un nul quand même. C'était un vrai expert. Alors que l'ordre des médecins l'ait radié, pour moi, ce n'est pas forcément une bonne raison. Voilà. Je vais essayer de Merci répondre beaucoup. pour ce que Allez-y, je Angélique. peux à vos questions, parce qu'encore une fois, hein, je ne suis qu'une journaliste, donc je vais essayer de répondre. Alors, l'accès aux soins, c'est un vrai problème en France, hein, voilà, faut être clair. Quand je disais, j'aurais dû prendre la précaution de le dire, d'ailleurs, quand j'ai dit se référer à son médecin, j'aurais dû dire quand on peut en avoir un. Effectivement, c'est un vrai problème, ça, l'accès aux soins. Et puis, par rapport au bien-être, justement, comme Alice, vous posiez la question, quels sont les autres sujets qui sont victimes, enfin, qui font l'objet de fausses informations? Le bien-être, effectivement, comme vous disiez, là, le masseur du côlon, bon, ça me fait un peu bondir, ça. Je Effectivement, peux le vous assurer qu'il y en a bien-être. un dans ma ville. Oui, non, mais je vous prends sur Il y a parole, mais une plaque, il y a une plaque. c'est le fait La que même ça plaque que le existe. médecin psychiatre d'à côté. Tout à fait. C'est le fait que ça existe qui me fait peur, mais Bon. ça, c'est vrai que le bien-être, c'est... En fait, les gens, justement, ça surfe sur l'idée que comme on n'arrive pas à se soigner toujours, ou il y a des délais pour certaines spécialités notamment, qui sont très rallongés, ou simplement des gens, bah, voilà, ils sont allés voir un médecin, ils n'ont peut-être pas été convaincus, donc du coup, ils vont avoir tendance à se tourner vers des gens aussi. Il y a un phénomène qui est étudié aussi, hein, c'est que ces personnes-là, en fait, elles sont payées beaucoup plus cher aussi. Elles ont du temps, parce qu'en fait, souvent, les séances, ça va être 1 heure. Donc, un médecin, il a 15 minutes. Donc là, les gens, en fait, il y a beaucoup de personnes veulent parler parfois. Le bien-être, c'est aussi avoir quelqu'un qui vous écoute. Donc, il y a aussi des gens qui se tournent vers ces spécialistes-là, spécialistes, voilà, entre guillemets, parce que ils les écoutent, ils leur disent aussi un petit peu ce qu'ils ont envie d'entendre, hein. Il faut être clair. Pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, moi, j'ai envie de dire ce qui n'est pas conseillé par votre médecin ou par le site, les sites de référence dont je vous ai parlé. Bon, il faut être prudent et surtout si vous allez les voir pour une maladie, une pathologie vraiment avérée, hein, quelque chose de grave, c'est pas le premier spécialiste qu'il faut aller voir si vous arrivez à en trouver un autre, bien sûr. Mais voilà, c'est pas le premier. Disons que ça doit pas être en première intention. Il faut pas aller voir des spécialistes du bien-être. Si c'est en complément et que entre guillemets, ça ne fait pas de mal. Après, c'est à la charge de chacun voilà. Mais par contre, si vous commencez à voir que la personne essaie un peu de vous manipuler, de vous isoler de votre famille, etc., là, grosse alerte, hein. En général, ça doit faire peur. Et quant au professeur Raoult, c'est une vraie question. Il y a ce qu'on appelle le consensus scientifique. Quand une personne isolée dit une chose, mais que tout le reste du monde scientifique dit l'inverse,
À un moment donné, il faut quand même C'est 3 s'interroger. ans après que tout le monde a dit l'inverse. Bah, au moment où il a dit quand même, Reconnaissez que après, le président de la République ne serait pas déplacé à c'est ça. Marseille Alors, si ça avait été oui. si Alors, ridicule. je suis pas sûre qu'il le regrette pas, mais ça, Ouais, c'est ça, autre je suis chose. d'accord. Je ne parle pas pour lui. Mais après, même à ce moment-là, il y a pas mal de médecins quand même qui ont dit, oh là là, attention, on ne sait pas. Voilà. Bon, depuis, il a été radié. Alors pourquoi c'est si long? Parce que il y a des gens qui portent plainte, hein. Donc il faut un temps d'instruction des dossiers et c'est très très long les radiations. Il faut beaucoup d'experts qui se réunissent. Donc c'est pour ça que c'est si long. Mais assez rapidement quand même, il y a eu des signalements. Voilà. Donc je sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais Partiellement. oui, Parce que il moi, faut au aussi début du que... Covid, ben, je ne savais rien penser du professeur Raoult. Sauf que Eh j'avais bien ben, compris qu'il l'argent, hein. considérait que le vaccin, ça ne servait à rien. Voir le masque. Hein. Sur le masque, c'est la même problématique. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je ne savais pas quoi penser. Je ne sais toujours pas quoi penser, d'ailleurs. Je le dis franchement. Je me suis fait vacciner quand même, si vous voulez savoir, cet hiver. Covid, grippe. Mais bon, Dans le doute. Ouais. dans le doute. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une dernière question qui a été posée tout à l'heure par Noël, qui était du coup le rôle du ministère de la Santé. Est-ce que le ministère de la Santé fait des mises au point lorsque des fake news persistent? Alors parfois, ils font effectivement des alertes sur leur site, parfois sur leurs réseaux sociaux aussi. Ça peut être intéressant aussi quand on parle de sources référentes. Il y a les sites internet des institutions, mais il y a aussi suivre les réseaux sociaux des institutions. Ça peut être intéressant aussi parce que justement, quand il y a des choses qu'ils mettent sur leur site où ils ont le temps de développer, etc. Et parfois, quand ils sont alertés, ils peuvent dire attention, prudent sur tel point. Donc, ou des choses qui n'ont pas eu le temps d'être mises à jour sur leur site, mais qui vont l'être via leurs réseaux sociaux. Donc, s'abonner peut-être à des comptes si on s'intéresse à la santé à des comptes de sources référentes en santé, ça peut être aussi une bonne idée. Voilà. Mm. Merci Très beaucoup. bien. Il y a d'autres questions ou pas, Maëlys? Alors On a fait non, le du coup, on tour? a fait le tour des questions. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, pour conclure, est-ce que vous pourriez, Angélique, justement, nous conseiller quelques ressources fiables pour nous aider, justement, à lutter contre toutes ces infox, comme vous avez dit, ces Oui, infox sur la santé? tout à fait. Alors, je vous ai préparé une petite slide, je crois que ça va vous être envoyé dans le chat, qui résume un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous voulez voilà, on va projeter, ce sera plus Voilà. simple. Je vais vous la commenter rapidement parce que je crois qu'on a déjà beaucoup débordé, Oui. mais c'est parce que j'ai été très longue. Et je vous ai mis un certain nombre de livres. Alors, je n'ai mis que des livres que j'ai lus. Voilà, je ne vous conseille pas des choses que je n'ai pas lues. Je vous ai mis 2 livres sur les fake news. Alors, enfin, 3 livres sur les fake news pour les adultes, entre guillemets. Donc, le premier, c'est Fake News Santé qui a été fait par l'INSERM. Alors, il y a déjà un certain nombre d'années, 2021, mais il y a encore pas mal de contenus dessus qui sont encore à jour. Ce sont des exemples de fake news en santé qui sont développés, où il y a aussi parfois des idées reçues, ça ne peut pas forcément des fake news, mais et le deuxième, c'est anti-fake news. Donc là, c'est plus ou moins ce que j'ai fait, mais en beaucoup plus développé et en beaucoup mieux, puisque c'est des spécialistes de la question. C'est 2 journalistes qui ont fait ce travail. Et un autre récent du même journaliste, Résister aux fake news, qui là aussi est qui vient juste de sortir, hein, 2025, c'était en avril, je crois, avec là aussi des exemples de fake news. Alors, pas que sur la santé, hein, sur la politique, etc. Donc, voilà. Et puis le dernier, c'est un livre plutôt destiné aux enfants, aux adolescents, qui s'appelle Stop à la manipulation, comprendre l'info et décrypter les fake news, donc qui a été fait par une enseignante qui a beaucoup travaillé sur la question pour les enfants, qui a produit des contenus aussi pour les enfants. Voilà. Je vous ai mis aussi un numéro de téléphone. Alors ça peut paraître bizarre, mais il y a une ONG française qui s'appelle La Réponse Tech, qui a développé une intelligence artificielle sur les fake news. Donc en fait, vous appelez le numéro ou vous lui envoyez un message WhatsApp et vous lui demandez est-ce que telle information que j'ai lue est vraie ou pas. Et en fait, cette intelligence artificielle va chercher dans les contenus uniquement de sites référents, de sites sérieux, de médias qui ont une cellule de vérification d'informations, etc. Donc c'est bordé à ces contenus-là. Ça va pas chercher partout, contrairement à ChatGPT ou à d'autres intelligences artificielles où je dis attention, parce que quand on tape une question sur ces intelligences artificielles, parfois ils nous racontent un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, numéro de téléphone. Je vous ai mis ce que j'ai abordé tout à l'heure, hein, les médias qui ont une cellule de vérification de l'info. Donc je vous ai mis des exemples, il y a des liens où vous pouvez cliquer. Je vous ai mis le site Canal Détox de l'INSERM, donc, qui met à jour régulièrement hein, des nouvelles
des nouveaux contenus avec des nouvelles fake news vues sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et puis, je vous ai remis deux sondages, donc celui qu'on a fait nous en deuxième, et puis le premier par la Fondation Descartes qui s'est spécialisée, c'est une fondation spécialisée dans la lutte contre la désinformation et qui a mené une étude en 2023 sur information et santé, qui est très intéressante avec des chiffres voilà, qui sont intéressants. Eh bien, merci beaucoup. Merci Merci à vous. à Angélique. Merci à tous de votre participation, d'avoir suivi ce webinaire.